Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le président de la transition à Paris, quelle analyse peut-on faire de cette visite? Le chef d'État de la transition, Bandao, est en visite de 72 heures à Paris sur invitation du président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont examiné la coopération franco-malienne et échangé sur le sommet du G5 Sahel prévu à N'Djamena au Tchad en février prochain. Une visite sur fond de manifestations anti-françaises. Quel type de coopération faut-il entre les deux États? De quoi souffrent les relations entre Barkhane et Fama sur les théâtres des opérations? Nos invités, professeur Abdoulaye Niang, directeur exécutif du Centre de recherche et d'études stratégiques Séné et membre du réseau Diogo Nimaya Blon, qui va nous rejoindre sous peu. André Bourgeot, chercheur au CNRS à Paris et spécialiste du Sahel. Jean-François Amari Camara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako. Mohamed Ag Assouri, analyste politique au cabinet Tisdas Consulting. Je suis Imran Akilou Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Assouri, on parle de renforcement de coopération bilatérale franco-malienne. Quel sens peut-on donner à une coopération? La France et le Mali, c'est vraiment une longue histoire de coopération politique, de coopération économique et de coopération militaire. Aujourd'hui, cette visite du président de la transition se déroule dans un climat très difficile, notamment la situation sécuritaire dans les Sahel, mais aussi la transition politique que le Mali est en train de vivre, et également toutes ces vents de contestation de la présence française dans les Sahel. Donc je crois que cette visite en tant que telle n'est pas une surprise. C'est voir le président de la transition réserver son premier déplacement en Europe ou hors continent dans un autre pays qui aurait été étonnant. Mais voir Bandao réserver cela à la France, ça en dit long. Ça en dit long, surtout que ça se déroule au moment où le CNSP a été dissous, au moment où tous les organes de la transition prévus par la charte ont été mis en place. C'est une forme de reconnaissance des nouvelles autorités par une grande puissance, en l'occurrence la France. Donc je pense qu'on est aussi à un moment crucial où il faut redéfinir la coopération, surtout au niveau militaire, et revoir un peu tout ce qu'on peut pour améliorer la présence des Barkhane, mais aussi sa coopération avec les forces internationales et surtout les forces armées maliennes. Vous aussi, vous avez la même lecture. Il dit tout à l'heure que cette visite n'est pas surprenante. Oui, ça n'a rien de surprenant parce que si on regarde aujourd'hui l'atmosphère sur le plan politique, sur le plan sécuritaire du Mali, il y a, dans ces 2 derniers jours, il y a eu beaucoup de bruit, notamment des manifestations contre la France. Certains manifestants demandaient le départ des troupes françaises de notre territoire. Et aussi, ça va s'inscrire aussi dans une autre dynamique, que c'est par rapport aussi à la préparation du prochain sommet qui aura lieu au Tchad, en N'Djamena. Et aussi, il y a aussi des questions par rapport aussi à l'organisation même de la transition. Je pense bien qu'ils vont en discuter. Ils vont en discuter par rapport au chronogramme donné par la CEDEAO, et aussi quels sont, sur le plan logistique, est-ce que le Mali sera dans les délais? Il y a des questions aussi qui seront abordées entre les deux chefs d'État. Et aussi, je vais surtout rappeler par rapport à cette question du G5 Sahel aujourd'hui par rapport à ces différents... Nous allons y arriver aux questions mais du avant, G5. je vais terminer par ça. Par rapport à ces différentes manifestations contre la France, je pense bien aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé, globalisé. Aucun État à lui seul ne pourrait faire face aux enjeux sociaux, notamment la lutte contre le terrorisme et contre le djihadisme. Donc on est obligé aujourd'hui d'être avec des États autour, comme on appelle, d'une synergie, autour d'une coopération pour faire face à ces différents défis.
André Bourgeot, quelle lecture faites-vous de cette invitation quelques jours après une manifestation contre la politique française de la gestion de l'insécurité au Mali? Bon, c'est une invitation qui s'inscrit dans un contexte politico-militaire particulièrement turbulent qui existe déjà depuis plusieurs mois. Ce que je retiens de cette invitation, c'est le contexte immédiat, à savoir la visite de la CEDEAO qui a quasiment exigé la dissolution du CNSP, d'une part, et d'autre part aussi, c'est dans ces conditions-là que le président Bandao est arrivé à Paris. Ça me paraît quand même important, parce que la dissolution du CNSP, qui est quand même une dissolution extrêmement tardive, qui était prévue pratiquement dès le début du coup d'État militaire du 18 août 2020. Donc ce fait-là a créé une nouvelle situation qui a permis, effectivement, l'invitation du président Bandao en France, probablement pour discuter du contenu des accords de coopération ou peut-être même des accords de défense. Je ne sais pas très bien s'il existe un accord de défense ou un traité de défense entre la France et puis le Mali. Quoi qu'il en soit, j'observe une hostilité pérenne, grandissante du peuple malien, pour ne parler que de lui, à l'égard de l'opération militaire Barkhane. Donc je suppose, je ne suis pas dans les secrets d'État, mais je suppose que les représentants de chaque État, avec le président Macron et puis le président Bandao, ont dû aborder ce type de problème. S'ils ont abordé ce type de problème, c'est aussi le constat d'un échec. Donc probablement qu'à l'issue de la réunion qui va se faire à N'Djamena, va apparaître de nouvelles stratégies ou une refondation de la stratégie de la présence militaire française dans l'ensemble de l'espace sahélien, mais aussi peut-être le contenu de ce gouvernement de transition qui quand même me pose, en tout cas à moi, un certain nombre de problèmes. Moi, je sens une sorte de militarisation de Est-ce à dire que le président Bandao est allé apporter des clarifications sur la position des autorités sur la politique française au Mali? Ah, ça, encore une fois, je ne suis pas dans les secrets d'État, je n'en sais rien. C'est pour ça que j'ai mis ça à titre d'hypothèse, que normalement, les deux chefs d'État ont dû aborder en toute sérénité et en toute franchise ce type de propos, parce que on voit bien qu'il y a mécontentement. Le fait que la transition, la mise en place, par exemple, du CNT, du gouvernement de transition, le fait que pratiquement l'administration malienne est entre les mains des militaires, les sous-préfets, les préfets sont nommés sont maintenant des militaires, donc il n'y a plus de représentation de la fonction publique. Donc moi, en tout cas, ça me pose un sérieux problème de démocratie. Donc je suppose aussi que du point de vue des autorités... Donc vous estimez que la démocratie est en danger? Je termine. Du point de vue des autorités politiques françaises, que ce genre de problèmes ont été abordés. Je n'en sais rien, c'est mon point de vue. Vous estimez que la démocratie est en danger? Oui, à partir du moment où tous les postes sont entre les mains des militaires, la pratique électorale n'existe plus. La représentation des fonctions territoriales, de la fonction publique non plus, puisque, encore une fois, les sous-préfets, les préfets sont nommés et sont remplacés par des militaires. Donc il y a quelque chose qui me paraît un peu douteux sur le plan de la démocratie, oui. Au cours de cette rencontre à Sori, les deux chefs d'État ont abordé la lutte antiterroriste, le retour de l'administration dans les zones d'insécurité, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le retour de l'administration dans les zones d'insécurité, notamment à Kidal, vaut-il un déplacement d'un chef d'État? Parce que quand vous dites zone d'insécurité, je ne pense pas que vous alliez faire allusion à Kidal, parce qu'aujourd'hui,
depuis le début de la crise en 2012, en passant par 2015-2016, l'axe de l'insécurité s'est déplacé. Aujourd'hui, il y a plus d'insécurité dans la région de Ségou, de Mopti, que dans la région de Kidal. Et je crois que pour la mise en œuvre de l'accord, il y a un accord qui ne dit pas son nom entre... Lors de la rencontre de Pau en janvier 2020, la question de Kidal, la situation de Kidal était au centre des discussions. Tout à fait, oui. La situation. Vous posez des questions avec plusieurs éléments. C'est-à-dire il y a la question de Kidal à côté, qui est une question symbolique, qui est liée au volet politique de cette crise. Parce que beaucoup de nos concitoyens ne font pas cette lecture, mais la crise malienne, elle n'est pas qu'un seul volet. Il y a plusieurs volets. Il y a le volet politique, c'est celui qui concerne la rébellion, les ex-rebelles qui siègent même au gouvernement actuellement et qui ont eu une sorte d'accord avec les militaires et le pouvoir de la transition qui leur donnait toutes les garanties de ne pas réviser l'accord. Il y a même un chronogramme qui a été signé de la part d'un ministre qui circule sur les réseaux sociaux, dans lequel même il y a un nouveau chronogramme de mise en œuvre de l'accord. Mais donc la visite, cette invitation permettra le retour de l'administration dans les zones d'insécurité? En fait, cette visite, comme je le disais, cette visite, elle est hautement politique. C'est vraiment une visite de reconnaissance, c'est vraiment une visite d'allégeance des nouvelles autorités à Paris. Cette visite, elle montre encore plus la même mise de la France sur le dossier malien. Maintenant, est-ce que cette visite aura un impact sur le terrain? Je ne le crois pas, parce que des visites, il y en a eu, des visites des chefs d'État bien avant maliens à Paris. Il y a eu des visites ici de hauts responsables français, mais cela n'a pas été malheureusement suivi sur la situation qui échappe au contrôle et des autorités maliennes et de la communauté internationale de jour en jour. Donc je ne crois pas qu'une photo prise sur les perrons de l'Élysée ait un impact au Massina, ait un impact dans les autres, dans les pays d'Ogon, ait un impact au nord du pays. Je ne le pense pas. Mohamed Aga Assouri est pessimiste. Il ne pense pas que cette visite permettrait le retour de l'administration dans les zones d'insécurité. Est-ce que vous partagez cette situation? Je partage pas totalement, mais quand même, il y a une approche qui me paraît beaucoup plus intéressante, le côté politique. Par rapport à la visite du président de la République, si vous demandez à l'administration de retourner, vous avez si bien dit, dans les zones d'insécurité, je ne pense pas que l'administration peut s'installer dans les zones déjà qui ne sont pas encore sécurisées. Je pense qu'il faut respecter les étapes. Comme disent les Américains, step by step. Il faut aller doucement, parce que cette question, on ne peut pas résoudre les problèmes parce que les gens sont mécontents, les gens descendent dans la rue, les gens mettent des choses sur les réseaux sociaux pour, dénoncer la présence des forces françaises ou d'autres forces étrangères sur notre territoire. C'est pas ça la question. Aujourd'hui, la question se trouve sur le plan stratégique. L'État n'a pas de plan stratégique aujourd'hui efficace qui peut permettre ce qu'on appelle à sécuriser non seulement le centre du pays, mais aussi à permettre à l'administration de pouvoir retourner à Kidal et dans d'autres régions. C'est cette question-là, tant qu'on ne parvient pas à mettre en place un mécanisme cohérent permettant aux groupes armés du Nord et permettant à l'État de se trouver autour d'un dialogue franc pour permettre vraiment à dénouer cette situation. Je pense que ce n'est pas seulement le discours, il faut aller au-delà. Pourquoi ne pas créer une commission d'audit composée non seulement des groupes d'armées du Nord, composés des hauts grades de l'armée et aussi surtout les hommes de rang et certaines personnalités de la société civile qui sont crédibles et légitimes pour regarder dans quelle mesure nous pouvons résoudre ce problème-là qui n'attend durée. Parce que ceux qui souffrent dans cette situation, c'est les populations civiles qui ne parviennent plus à vaquer à leur occupation. Les paysans, les pêcheurs, les bergers ne parviennent plus à exercer convenablement leur activité. Nous qui sommes à Bamako, nous savons très bien que vraiment la situation n'est pas seulement militaire, mais la situation est politique. Il va falloir qu'on ait les décideurs et ce qu'on appelle un plan cohérent pour permettre vraiment à la population vraiment de retrouver vraiment et de vivre vraiment dans une parfaite harmonie bien sécurisée. Si, comme a été dit Carl Roseno, il dit que le facteur de l'insécurité d'un État, c'est l'État. Quand
qui est débiteur de notre sécurité, c'est l'État. Si vous voyez qu'il y a une défaillance dans la sécurité sur le plan national et local, il faut chercher la responsabilité autour de l'État. À Pau, en janvier 2020, il a été question d'appuyer les efforts du Mali pour le retour de l'État sur toute l'étendue du territoire, notamment à Kidal ou en Étang. Oui, cette question, ça revient toujours à dire là. C'est comme si un jeu de ping-pong. C'est une balle qui va, qui revient. Je dis toujours, toute cette question se trouve par rapport à la mise en place d'une stratégie cohérente de la part des hautes autorités, notamment le pouvoir exécutif, notamment comment on appelle, autres personnalités. Mais pour résoudre cette question, le Mali ne pourra pas faire face à cette question. Il va falloir qu'on ait le soutien, notamment le soutien de la France, pour nous épauler par rapport à cette quête de paix, par rapport à la sécurisation de notre territoire, par rapport à la formation de nos militaires, par rapport à la montée même en puissance de nos forces. Il va falloir vraiment qu'on implique non seulement la France, mais d'autres forces étrangères, notamment la CEDEAO. Allez-y. Oui, c'est-à-dire, je vais peut-être apporter une petite précision par rapport à la présence de l'administration dans la région de Kidal. Aujourd'hui, à Kidal, ce qui se pose le plus, c'est le retour des forces de défense et de sécurité. L'administration civile y est présente. Il y a un gouverneur, même le nouveau gouverneur qui a été récemment nommé y est. L'ensemble des préfets y sont. Quelques services techniques et les services sociaux de l'État, décentralisés et déconcentrés, y sont. Aujourd'hui, le problème de Kidal, c'est surtout le retour effectif, c'est-à-dire de l'armée. Il y a un embryon de ce qu'on appelle les forces armées reconstituées, qui est, selon les jargons les plus utilisés, cantonné à Kidal. Même quand vous regardez la visite des ministres, ils étaient plutôt sécurisés par les membres des forces, des groupes armés. Vous voyez, donc c'est ces questions symboliques-là qui se posent. Et aujourd'hui, toutes ces questions-là trouvent leur source dans l'application de l'accord. Et aujourd'hui, tous les blocages y sont. Et il y a, pour nous, on pense qu'il y a une sorte de mauvaise volonté entre les différents acteurs. Tantôt l'État, tantôt les groupes armés. Et à chaque fois que la communauté internationale aussi, elle conditionne certains engagements à la mise en œuvre de cet accord-là. André, Jean-François estime qu'il faut une commission d'audit composée des acteurs d'État et de groupes armés pour regarder dans quelle mesure le retour de l'État peut se faire. Est-ce que vous estimez que c'est ça dont le Mali a besoin aujourd'hui ? Généralement, la politique française, quand elle est confrontée à des problèmes, elle crée des commissions. Historiquement parlant, on se rend compte que les commissions ne servent pas à grand-chose pour résoudre les problèmes. Le problème de fond, il dépasse bien entendu la création de commissions. Une commission supplémentaire, il y a tellement de commissions qui se sont mises en œuvre, qui se sont placées pour résoudre des problèmes d'ordre politique et militaire, que ça n'a débouché sur rien. Donc je voudrais quand même revenir sur la situation de Kidal. La situation de Kidal n'est pas nouvelle. Sauf erreur de ma part, le contenu des accords de paix stipule que l'État doit retrouver sa souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire malien. Sauf erreur de ma part, c'est ça. Or, ce qui incarne la souveraineté de l'État sur le territoire malien, c'est bien évidemment aussi ses forces militaires. Or, qu'est-ce qui fait que ce retour tant entendu à peine à être une réalité? Écoutez, ça, il faut vous adresser au responsable, mais je continue mon raisonnement, si vous le permettez, merci. Allez-y. Jusqu'à présent, les FAMA sont interdits de présence à Kidal. Qui interdit les FAMA de rentrer à Kidal? Ce sont les gestionnaire, notamment ceux de la coordination des mouvements de l'Azawad. L'armée reconstituée, vous y avez fait référence, qui est composée d'un tiers de militaires FAMA et d'un tiers de la plateforme
mais d'un tiers de la coordination des mouvements de l'Azawad, a capacité à rentrer dans Kidal. Donc, au vu de ça, si ces deux faits que je viens de décrire ne sont pas erronés, j'observe qu'il y a deux armées au Mali. Vous avez une armée nationale, les forces armées maliennes, FAMA avec un S à la fin, et puis l'armée reconstituée qui a un caractère régional, pour ne pas dire local. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans les conditions d'application de l'accord de paix. Or, ce n'est pas les autorités politiques et militaires maliennes qui interdisent les FAMA de rentrer à Kidal. Donc c'est quelque chose quand même qui est particulièrement dérangeant. Ça veut dire que, en conséquence de quoi, la question que je me pose, est-ce que Kidal actuellement fonctionne sur un statut particulier? Le précédent intervenant a fait référence au fait qu'il y a un gouverneur, qu'il y a l'administration civile, etc. Soit, je ne le conteste pas, mais ce qui est très symbolique sur le plan politique, je dis bien sur le plan politique, c'est le refus de la présence des FAMA à Kidal. Donc l'armée qui se dit nationale et républicaine n'assure pas la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Assori, est-ce que vous estimez que Kidal fonctionne sur un statut particulier? Bon, vous savez, sans faire peut-être chose, moi je suis originaire de Kidal, et Kidal a toujours eu un statut particulier au Mali. Ça, c'est-à-dire, ne nous leurrons pas. Bien avant la crise, par exemple, les autorités traditionnelles de Kidal avaient toujours un mot à dire en ce qui concerne la nomination d'une autorité. Même quand vous pouvez demander, les anciens fonctionnaires qui partaient à Kidal, on leur disait, le briefing même c'était ça, attention, quand vous partez à Kidal, voilà, ce que l'Aménocal de Kidal dit, c'est ça. Même la justice à l'époque, la justice était présente bien sûr, mais les jugements ou les questions amenées chez l'Aménocal avaient plus valeur de choses jugées que celui de la justice. Et la désignation même de certains responsables à Kidal a toujours été faite en accord avec les communautés là-bas. Donc Kidal a toujours eu un statut particulier, c'est un peu dit à son histoire, mais actuellement c'est à quoi on assiste, c'est peut-être une politisation de ces statuts-là par les mouvements. D'obtenir le retour de l'administration? Bon, les retours de l'administration, aujourd'hui, quand vous regardez, les professeurs ont parlé de ping-pong. Il y a un ping-pong, parce qu'aujourd'hui, Kidal, quand vous regardez, en 2012, les forces ont occupé pratiquement toutes les régions du nord du Mali, jusqu'à pratiquement à Douenza. Vous voyez, après l'intervention et le retour effectif de l'armée, l'armée et l'administration ont occupé à peu près les 2 tiers de la partie qui était détenue par les forces rebelles et leurs alliés et leurs autres alliés. Et maintenant, il ne reste que la bande de Kidal aux mains de la CMA, parce que quand vous prenez Gao, l'administration y est présente, les forces des armées y sont présentes. Donc Kidal représente la seule carte dans la main aujourd'hui des groupes rebelles. Et quand vous demandez, vous discutez avec certains, mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi une question de confiance. Les gens se disent, oui, on a signé l'accord, il y a des réformes qui nécessitent des réformes institutionnelles pour que toutes les garanties qu'ils ont eues dans l'accord soient consignées dans la Constitution. Et là, maintenant, ils se sentiront protégés. Vous voyez. Et quand vous demandez à l'État, l'État dit non. Pour faire passer certaines réformes, il faudrait que la rébellion aussi leur donne quelques symboliques pour qu'à travers ça, ils peuvent avoir l'opinion publique. Donc, il y a un jeu de... La rencontre de Paris peut changer dans ça? Non, cette rencontre, comme je le disais, cette rencontre, c'était juste pour la photo. Excusez-moi du terme, c'était juste pour la photo. Maintenant, on va aussi regarder, comme ils ont dit qu'ils ont pris beaucoup d'engagement là-bas, on va suivre, on est là ici, Inch'Allah, et on va voir ce que ça va donner. Pour certains Maliens, tant que les forces étrangères sont présentes au Mali, il serait difficile pour le Mali d'exercer son autorité sur l'ensemble du territoire. Quelle analyse faites-vous? Voilà, quand vous posez cette question, je pense que bien il faut analyser cette question avec beaucoup de prudence. Parce que les forces qui sont sur le territoire malien, je fais 2 analyses. La France n'est pas venue au Mali d'elle-même. Elle a été appelée parce qu'on s'est trouvé dans une situation très difficile d'insécurité.
les autorités maliennes ont demandé à la France de venir nous prêter main forte. Ça a été le cas. Et aussi la présence des Nations Unies. Au Mali, c'est quoi? Cela rentre dans le cadre du chapitre 7, qui dit que lorsque la paix et la sécurité internationale sont menacées, les Nations Unies doivent prendre des mesures coercitives pour instaurer la paix et la sécurité. C'est dans ce cadre-là que les Nations Unies sont présentes au Mali. Donc je ne pense pas que la présence étrangère peut nous empêcher vraiment d'avoir, comme on appelle, notre situation ancienne, c'est-à-dire la paix sur notre territoire. C'est une question de ça. Tout tourne autour de cette question de stratégie. Nous sommes en manque de stratégie. En manque de stratégie sur le haut sommet de notre État. C'est-à-dire, si vous essayez de faire la genèse de notre situation d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va nous rappeler? Vous allez voir qu'à partir de 1960-68, le Mali avait une souveraineté qui s'exerçait comme la souveraineté devrait s'exercer, c'est-à-dire sur la souveraineté interne, l'État s'exerçait suivant sa volonté. Et sur le plan international aussi, le Mali était présent sur la scène internationale. À partir de 74-91, c'était pratiquement la même chose sur le plan interne. La souveraineté interne s'exerçait pleinement comme la souveraineté devrait s'exercer. C'est à partir de 1992 aujourd'hui que l'arrivée des démocrates, que la question d'insécurité au Mali est devenue encore plus grande. Maintenant, il va falloir qu'on essaie de corriger, de se mettre en cause que ce n'est pas la présence de la France, ce n'est pas la présence des forces étrangères qui va nous empêcher. On doit s'assumer. Cette visite est intervenue sous fond de contestation contre la présence des forces françaises au Mali. Les manifestants demandent à ce que le président de la transition puisse transmettre le message des Maliens au président français, comme quoi il doit tout simplement retirer les forces françaises au Mali. Est-ce que cela est possible? Pour moi, ce n'est pas une bonne chose pour le Mali. Le départ de la France aujourd'hui, on n'est pas prêt aujourd'hui. Soyons francs entre nous. On n'est pas prêt aujourd'hui pour la sécurisation de notre pays. Il va falloir qu'on soit épaulé, non seulement par la France et par d'autres forces étrangères. Aujourd'hui, dans le monde, il y a ce qu'on appelle la montée d'un phénomène social, ce qu'on appelle le populisme nationaliste. Ce n'est pas un cas propre au Mali, c'est un cas aujourd'hui, un phénomène mondial. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui tiennent des discours qui s'adressent au peuple en faisant semblant comme s'ils sont en train de défendre la cause du peuple sans pour autant proposer des solutions. C'est ce qui se passe aujourd'hui à travers ces manifestations, dire il faut que la France s'en aille, il faut que ceci s'en aille, il faut changer l'accord, il faut la relecture de l'accord d'Alger. La question n'est pas ça. Tant qu'on ne se trouve pas autour d'une table, on ne pourra jamais résoudre ces questions-là. Aucun conflit ne se termine pas si les belligérants ne se retrouvent pas autour d'un dialogue pour essayer de dégager les différentes perspectives pour la consolidation de la paix sur notre territoire. Pour moi, c'est la meilleure des stratégies aujourd'hui. Il va falloir que les uns et les autres se retrouvent pour mettre en place un plan stratégique digne de ce nom, vraiment qu'on n'essaie pas vraiment de rentrer dans ces jeux de populisme nationaliste. André, l'ex-chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta a qualifié d'ennemis diffamant ceux qui demandaient le départ des forces françaises. Quant au président de la transition, il a appelé au renforcement du partenariat avec les troupes étrangères. Est-ce à dire que le président Bandao voulait dire la même chose? Je ne sais pas très bien s'il voulait dire la même chose, mais je suppose qu'il y a dans le contenu des accords de coopération militaire entre la France et puis le Mali, ces accords stipulent la présence de Barkhane sur le territoire malien. Donc, en conséquence de quoi, si Barkhane doit se retirer, puisqu'il y a quand même une hostilité extrêmement importante émanant du peuple malien à l'égard de Barkhane, il appartient au pouvoir militaire de renégocier ou de négocier le départ de Barkhane. Donc, ça met en jeu les deux pouvoirs, le pouvoir français et le pouvoir malien, pour savoir, et en dernière instance, qui est souverain. Si le pouvoir militaire malien dit non, on n'est pas d'accord pour le départ de Barkhane, ensuite c'est à la position française de dire oui, mais compte tenu de la situation qui prévaut dans l'ensemble de l'espace euro-sahélien depuis 8 ans, nous, Français, on
considèrent que Barkhane devrait se retirer. Bon, ça se pose aussi fondamentalement en termes de négociations entre deux États. Les négociations, si effectivement ces négociations ont une certaine ouverture, elles doivent prendre en considération l'hostilité et la manifestation du peuple malien à l'égard de Barkhane. Mais je ne connais pas de pouvoir d'État qui va nécessairement dans le sens des populations. Si toutefois il y avait des négociations qui conduiraient à un départ de Barkhane, le départ de Barkhane, de mon point de vue, ne peut pas se faire brutalement. Il faut qu'il soit, comment dire, programmé. S'il n'est pas programmé, effectivement, c'est laisser la porte ouverte aux groupes armés salafistes djihadistes qui vont s'engouffrer dans ce vide militaire, parce que actuellement les FAMA ne sont pas en mesure de lutter seuls contre ces groupes armés salafistes djihadistes. Voilà, ça c'est mon point de vue. Ensuite, je voudrais revenir sur le précédent intervenant qui a légitimé le statut particulier de Kidal avec une approche historique. C'est une approche historique du passé. L'histoire ne se répète pas. Encore une fois, il y a une nouvelle situation politico-militaire qui est celle de l'application du contenu des accords de paix, dits accords d'Alger, qui stipule que l'État doit affirmer sa souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas. Mais l'État n'arrive pas à faire ça. Est-ce que le problème majeur n'est pas effectivement les conditions d'application du contenu des accords de paix, qui est anticonstitutionnel? Les accords de paix n'ont jamais été discutés au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale incarne aussi le peuple malien. Donc le problème fondamental, il est là. Qui est favorable à l'application des accords de paix en dehors de la France, de la communauté internationale et du médiateur algérien? J'ai vu de Paris et vu de ce que je peux lire à longueur de temps, des échos que je peux avoir, il semblerait que ces accords de paix recèlent une hostilité importante émanant du peuple malien. À Pau, les chefs d'État ont convenu d'une coalition militaire qui sera développée entre les forces du G5 Sahel et Barkhane afin de réduire la menace des groupes terroristes et d'assurer un meilleur contrôle des frontières. Comment cela peut-il être traduit? Oui, en fait, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur ce qui vient d'être dit par M. Bourgeot. En fait, je n'ai jamais légitimé le cas particulier de Kidal. Peut-être il a dit mal m'entendre, mais c'est juste un constat. Et comme il l'a dit, c'est une approche historique et tous les faits que j'ai relatés, un statut particulier, c'est un constat. Je dis, partant d'un constat, je suis allé même à donner quelques exemples. Pour vous dire et échanger avec tous ceux qui connaissent cette situation, ils vous le diront. Ce n'est pas écrit dans la Constitution, ce n'est pas écrit dans une loi, mais dans les faits. Donc c'était un constat. Donc pour revenir également, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites que je ne partage pas. Parce que quand on dit peuple malien, qui est le peuple malien? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a 2 ou 3 manifestations, on parle des peuples maliens? Il y a une évidence qui est là, c'est que de plus en plus, depuis ces dernières années, on parle un peu négativement du rôle de la France. Donc, dans ça, il faut rechercher surtout les causes. Pourquoi est-ce qu'on parle mal ou négativement de la présence de la France? Parce qu'aujourd'hui, dire que la France est là au Mali pour ses intérêts, c'est une lapalissade. C'est-à-dire, c'est comme dire que le ciel est bleu. C'est-à-dire, aucun État dans le monde, c'est-à-dire n'entreprend certaines initiatives sur le plan international sans quelques retombées. Et le Mali aujourd'hui, nous sommes, malgré nous, bon gré, malgré, dans les précarés français. Et aujourd'hui, à demander à la France de partir du jour au lendemain, c'est utopique, c'est illusoire, c'est être coupé des réalités du pays. Et le professeur avait dit quelque chose tout à l'heure dans son intervention, nous à Bamako, on voit le Mali autrement. Et quand le professeur dit que le peuple malien veut du départ de la France, je ne sais pas sur quelle base il s'appuie pour dire cela. Allez demander aux populations qui sont à Gao, allez demander aux populations qui sont à Tombouctou, allez demander aux populations qui sont à Kidal. Qu'est-ce que Barkhane fait? Moi, je ne légitime pas la présence de la France. Je ne défends pas la présence de la France, mais ce que je vous dis, c'est un constat. Et faites-en même vous, avant l'arrivée de la France, toutes les grandes villes du nord du pays étaient occupées. Malgré leur présence, il y a toujours des attaques.
Tout à fait. Cela est dit. C'est-à-dire, il faut. J'ai beaucoup aimé une partie de l'intervention du professeur, du politologue. C'est que c'est une question stratégique. La menace qu'on a en face de nous, c'est une menace asymétrique. Aujourd'hui, quelle est l'armée la plus puissante au monde? Et on voit comment les Américains sont en train de programmer, c'est-à-dire leur retrait, malgré que les Américains sont partis en Afghanistan avec une coalition internationale. Depuis quelques années, la France avait déjà planifié un exit stratégie. C'est-à-dire quand la France a tout fait pour amener l'amunissement. Ce n'est pas pour rien, c'est pour alléger les fardeaux à la France. Et depuis une année, la France a voulu mettre en place la force Takuba. Takuba, c'est quoi? C'est une force multinationale entre les forces spéciales européennes. Parce que la France même sait que le bourbier sahélien, elle n'y peut rien à elle seule. Le dernier manège, c'était l'histoire du G5 Sahel. Vous voyez. C'est exactement ce que les manifestants du 20 janvier qualifient du double jeu de la France au Mali. Excusez-moi, un petit point pour dire que quand on dit peuple malien, il faut vraiment qu'il y ait un référendum où il faudrait que tout le monde s'exprime de la même manière. Je ne nie pas qu'il y a quand même une frange importante qui commence à avoir, et les gens, ce n'est pas les mêmes raisons. Par exemple, quand vous prenez les 3 raisons essentielles qui posent cette haine vis-à-vis de la France, vous avez un peu le goût inachevé de Serval. Parce que qu'on le veuille ou pas, Serval n'a pas, c'est-à-dire, atteint ses objectifs à 100%. Le deuxième, c'est la recrudescence de l'insécurité. Et le troisième point, c'est les suspicions du soutien de la France au mouvement rebelle. Vous voyez, il y a tous ces facteurs-là, et que donc quand vous prenez 10 personnes qui sont contre le départ de la France, vous allez trouver que chacun a ses raisons bien particulières. Abdoulaye Niang, les manifestants dénoncent le double jeu de la France. Y a-t-il le double jeu de la France au Mali? Non, je m'excuse d'abord. Le pont, il y avait un accident. Donc je n'ai pas pu traverser. Attends, je m'excuse. Non, il n'y a pas de double jeu. Je crois qu'il a bien expliqué. Le reste du monde est venu en Afrique suivant un principe que les gens ignorent. C'est le principe d'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles qui se trouve dans la lettre patente du 5 mars 1496 du roi Henri VII, qu'il a remis à Cabo et à ses enfants, aux Européens. Donc, ils sont venus pour mettre l'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles que nous sommes. Okay? Donc, il ne peut pas venir s'il n'a pas d'intérêt. Ils sont venus pour chercher les richesses et les ressources. Et la loi fondamentale de chrétienté a été proclamée par la couronne britannique pour qu'ils prennent les armes pour acquérir nos terres. Donc, la France n'est pas là autrement que suivant ce principe et Barkhane dans l'esprit de la loi fondamentale de chrétienté. Et quelles pourraient être les possibilités d'un partenariat gagnant-gagnant entre la France et le Mali? Non, on ne peut pas avoir un partenariat entre la France, pardon, je crois que je fais comme les autres, entre la France et le Mali. Ça va en réalité au-delà de la France. Vous avez dit, il faut, c'est que la thèse que j'ai défendue en 2008 à Washington, au Pentagone, il faut des principes et des relations économiques et sécuritaires fondamentaux. Ça, dans l'Afrique, ça met la co-entreprise économique des nations dans l'Afrique, donc y compris la Compagnie nationale des mines de France, et en parallèle, la compagnie militaire des nations dans l'Afrique. Donc, Barkhane peut partir, mais elle reviendra de façon digne, parce que la résolution 2013 n'a pas été honnête avec les Maliens pour le soutien dans sa perspective de la globalisation. Donc, il est utopique de demander le départ de la France sans pour autant expliquer qu'elle est indispensable militairement à être à Thessalonique, à N'Djamena et à Djibouti. Donc, nous avons un centre du tout stratégique qui va dans ce sens-là.
Et pendant la fête de l'indépendance, la fête de l'armée, nous nous sommes évertués dans tous les programmes où nous sommes partis pour expliquer que la France doit être là économiquement et militairement. C'est obligatoire. Et ils ont une position privilégiée. Il a parlé de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ce sont les Européens qui ont découvert, par exemple, l'or à plus de 15 mètres de profondeur. Vous ne pouvez pas prendre l'or du Mali sans reconnaître le droit de titre de propriété, le droit de recherche par les bureaux de recherche de géologie et des mines de la France. Donc il y a toute une théorie que malheureusement les opinionniste se jettent sur des choses qu'ils ne comprennent pas et se mettent à mobiliser la population. Mais nous avons, si vous permettez une seconde, nous avons développé un réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit économique, la défense des droits sociaux et culturels, la défense des droits civils et politiques, dans le cadre du pacte international qui a pris 10 ans pour être signé. Donc il faut que les gens soient organisés avec une vision, avec une stratégie et souvent un modèle. Il nous reste 5 minutes. Au même moment, le Centre pour le civil dans les conflits et le Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme ont initié un projet dénommé Mécanisme d'identification de civils et d'analyse des dommages causés aux civils dans le cadre des opérations de forces conjointes du G5 Sahel. Il vise, selon les organisateurs, à renforcer la confiance entre les populations et les militaires. En quoi, selon vous, un tel projet peut-il tisser un lien de confiance ? Oui, tout revient à dire toujours un plan de stratégie. Vous savez, par rapport à les questions relevant les questions des droits de l'homme, dans nos pays africains, l'avènement de la démocratie dans nos différents pays africains, ils ont transformé notre démocratie en démocratie électoraliste. Alors que le fondement même de la démocratie, c'est le respect des droits de l'homme. Tant qu'il n'y a pas de projet, comme vous voulez les citer, il n'y a pas de projet de ce genre-là, il n'y aura pas de, comment on appelle, de confiance entre les différentes populations et les troupes armées. L'apport des forces conjointes dans la lutte antiterroriste est-il visible sur le terrain ? Bon, aujourd'hui, à mon avis, c'est pas trop visible parce que dans les différentes enquêtes que nous avons eu à aborder, on a vu que vraiment il y a tout le temps cette méfiance entre les différentes populations et les forces armées. Certains même disent qu'ils ont la phobie de voir nos forces armées face à eux. Donc il va falloir qu'on essaie de créer vraiment, comme on appelle, une synergie pour que cette confiance puisse revenir entre les différentes populations, notamment les populations civiles et les porteurs d'uniformes. André, le sommet du C5 Sahel à N'Djamena prendra-t-il une décision politique pour bien mener une lutte efficace contre les terroristes ? Normalement, la réunion est faite pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que la prochaine réunion de N'Djamena va créer une nouvelle situation politique qui aura des effets sur le plan militaire. Si ce n'est pas ça, à quoi ça aura servi la réunion de N'Djamena ? J'ai l'impression que l'ensemble de la communauté internationale, politique française, politique algérienne et politique malienne sont un peu alertés sur la situation qui prévaut dans tout l'espace saharo-sahélien et qu'il faut probablement redresser ou mettre sur pied une nouvelle stratégie. Parce que la stratégie passée, elle s'est soldée quand même par un certain nombre d'échecs. Il y a eu bien sûr quelques succès, mais globalement, ça s'est soldé par un échec. Donc il faut repenser, revisiter une nouvelle stratégie pour lutter contre ces groupes armés salafistes djihadistes. À qui profite selon vous cette situation de ni guerre ni paix ? Comment ? À qui profite selon vous de cette situation de ni guerre ni paix ? Ni guerre ni paix, généralement la guerre profite toujours à certains groupes. C'est la raison pour laquelle je pense que dans la situation actuelle, il y a des gens qui profitent de cette situation de guerre. On peut facilement les identifier. On n'a pas parlé du rôle et du problème de la drogue, mais ça demeure quand même quelque chose d'extrêmement important dans la situation politico-militaire actuelle. On a fait référence aussi au problème de la confiance. Mais le problème de la confiance, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Qui fait la poule et qui fait l'œuf ?
s'il n'y a pas un retour de l'administration. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Dans le Mali central, eh ben, ça laisse la porte ouverte à la gestion administrative de la part des djihadistes. C'est ce qui se passe un peu partout dans certaines localités du centre du Mali. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Ainsi se referme ce débat qui a porté sur la visite du président de la transition à Paris. Quelle analyse peut-on faire? Nos invités étaient professeur Abdoulaye Niang, directeur exécutif du Centre de recherche et d'études stratégiques Séné et membre du réseau Diogo Nimaya Blon. André Bourgeot, chercheur au CNRS à Paris et spécialiste du Sahel. Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako. Mohamed Ag Assouri, analyste politique au cabinet Tidas Consulting. À la mise en onde Adjaratou Traoré, la régie à vidéo Salim Adjouara, la présentation Imran Akilou Maïga et à la coordination Sekou Gadigo. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.